crois que ce sera bon. Ça a fini. Tout va se basculer radicalement en 72. Pour la unification dès le départ avec l'anglais et le français sur la... Ça coûte très cher. Non, je dis ça. Parce... Comment dirais-je? C'est la démocratie. Bien. Et il est admiré pour ça. Est-ce que depuis lors, vous avez regardé sur la scène, vous avez vu dans la communauté anglophone des gens qui comptent du fait de frontières? Vous le savez? Ouais. Est-ce que dans la communauté anglophone, c'est... De ce côté, il y avait déjà des gens, des politiciens, des professionnels. Vous entraînez du président de la République. C'est là quand les vraies tensions commencent. Bien. Revenons sur la question du cessez-le-feu pour terminer. Il y a une question centrale aujourd'hui. Dans toutes les écoles. Il va porter, comme je vous le disais, sur le dialogue et sur d'autres questions autour de la question anglophone. Donc, nous commencerons par recueillir votre avis. Je crois que c'est une bonne chose. Personnellement, c'est ce que nous attendions. Et vous savez bien qu'il y a quelques leaders des églises qui se sont rencontrés pour étudier les causes et faire des propositions pour la solution de ce problème. Et nous avons déjà étudié les causes. Vous pouvez c'est 400. Les causes et les causes pour la solution de ce problème. Parce que nous croyons qu'il faut d'abord qu'on attaque les causes. Mais est-ce satisfaisant déjà la forme? On va aller au fond après. Est-ce que la forme est satisfaisante? Ce que le président Biya dit sur la forme dont je vais confier le dossier au Premier ministre, on va commencer les consultations, etc. Est-ce que c'est bien sûr, personnellement, il aurait aimé que le président lui-même soit là. Même si le Premier ministre préside, j'aurais aimé personnellement que le président soit présent pour écouter les gens. Qu'il soit là pendant l'ouverture ou bien pendant le Pendant les discussions, les débats. Donc pour la forme, vous aimeriez qu'on améliore la forme en ouvrant davantage au sommet de l'État. Exact. Est-ce que c'est conforme à l'initiative de la All Anglophone Conference, cette À vrai dire, qu'est-ce que nous avons voulu faire? Notre but de All Anglophone Conference était d'étudier, envoyer un questionnaire aux anglophones dans le monde. Ce que nous avons fait. Et voilà une mise ensemble. On peut dire que ça, c'est la réaction de 1000 anglophones. 1000 anglophones que vous avez interrogés à travers le monde. Oui. En majorité au Cameroun ou bien en majorité Majorité au Cameroun. C'est une bonne question là. Nous sommes contents que la majorité, parmi les 1700, était au pays. On dira tout à l'heure ce qu'ils vous ont dit dans le contenu de vos recherches. Donc, oui. Vous vouliez? Nous sommes contents que la réaction majoritaire était du pays. Pas de ceux qui sont à l'extérieur, pas ceux qui sont au pays connaissent la situation. Ceux qui sont à l'extérieur et qui animent et qui provoquent les situations ici sur le terrain ne connaissent pas exactement ce qui se passe.
Et c'est pourquoi nous sommes contents que la réaction à notre questionnaire, c'était surtout majoritairement par ceux qui sont au pays. Vous avez dû entendre qu'il y a des personnes qui sont contre, notamment quelques voix parmi notamment à l'étranger, des personnes qui sont des séparatistes, qui disent que ce n'est pas bien de convoquer un tel dialogue dans ce type de conditions. Qu'est-ce que vous en dites? Vous avez entendu dire que les séparatistes sont contre, certainement. Oui, j'ai lu ça ce matin dans le journal. Ah, ok. Ouais, ouais. Qu'est-ce que vous en dites? Non, non, c'est leur opinion. Ils ont droit à leur opinion. Mais moi, je suis pour. Ouais. Quelle que soit la situation, il faut toujours qu'on se rencontre. Vous pensez qu'il faut leur donner quelque chose, il faut leur donner d'autres conditions pour les convaincre de venir? Qu'ils viennent, comme tout le monde. Qu'ils viennent comme tout le monde. D'ailleurs, nous avons envoyé une mission là-bas. Oui. On ne les a pas rencontrés. Vous n'avez pas réussi à les rencontrer? Non, non, ils ne sont pas... Nous avons envoyé une mission là-bas. La mission est rentrée dessus. Donc vous avez essayé de rentrer en contact avec eux. Ceux qui ont des idées séparatistes, mais ils n'ont pas voulu vous rencontrer. Oui. Et aujourd'hui... Nous avons envoyé des gens aux États-Unis. 2 personnes aux États-Unis. Et en Europe. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous leur dites, ces gens-là? Que l'occasion qui se présente doit être saisie, quelles que soient les conditions. C'est que les gens que nous avons envoyés, avaient dit, c'est qu'ils ne sont pas des politiciens. Oui. Ça dit tout. Hein. Mais ceux qui dirigent le mouvement, vous avez essayé de... Dirige, on ne sait pas qui dirige. Bon, je peux vous donner quelques noms. Les personnes que le gouvernement a mis en cause dans son bilan des actions sécessionnistes dans le... Ils ont cité des personnes comme Marc Areta, par exemple. Moi, je ne connais pas qui il est. Vous ne les connaissez pas? Il est où? Bah, quelque part à l'étranger. Quelque part à l'étranger. Moi, il leur ai dit, j'ai eu l'occasion de parler avec quelques, dirais-je, intellectuels de ces groupes-là. Je connais un qui est un médecin. Donc, quelqu'un d'un niveau intellectuel assez élevé. Vous voyez, je lui ai dit, je suis contre vous pour 2 raisons seules. Premièrement, vous êtes intolérant. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec ce que vous dites ou ce que vous faites, il est condamné à mort. Vous n'êtes donc pas prêt à dialoguer avec les autres. Pour les écouter aussi. Il ne faut pas croire que vous êtes Dieu qui connaît tout. Non. Il faut apprendre à écouter les autres aussi. Si vous voulez la sécession, il y a des autres qui sont des fédéralistes. Écoutez-le aussi. Il ne faut pas croire parler comme si votre position est inspirée par Dieu. Non. Deuxièmement, laissez les enfants tranquilles. Laissez les enfants fréquenter. Vous êtes en train de mettre, n'est-ce pas, de sacrifier l'avenir de ces enfants. Vous voyez ce qui se passe maintenant en Afrique du Sud. Beaucoup n'ont pas fait l'école. Et les autres sont venus prendre leur place. Voilà ce qui se passe maintenant. J'ai reçu un Amazonien ici. Il m'a juré, il m'a dit, papa, il faut me parler en pidgin. Je ne connais pas l'anglais, je n'ai pas fait l'école. Un jeune homme d'une 20aine d'années, déjà à mon âge, on était obligé d'aller à l'école. À votre époque? À mon époque. Et un jeune homme comme celui-là, qui n'a jamais fait l'école, il ne croyait pas qu'on pouvait trouver encore au Cameroun.
un jeune homme d'une vingtaine d'années qui n'a jamais été à l'école. Il m'a supplié de parler avec lui en pidgin. À votre avis, est-ce qu'il sera possible d'obtenir quelque chose de positif et surtout de changer la situation sur le terrain si les leaders ambazoniens n'envoient pas de délégués à cette conférence, à ce dialogue de Yaoundé? Moi, comme à mon avis, j'ai prié, j'ai supplié que ceux qui ont peur de venir au pays pour cette rencontre, au moins envoient leurs délégués qui sont au pays. Il y a des Ambabois au pays. Il y a quelques-uns qui sont déjà déposés les armes. Qu'ils viennent. Qu'ils viennent. Mais ceux qui disent que le dialogue tel qu'aujourd'hui ne se produit pas, s'ils ne peuvent pas venir, qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils fassent? Des propositions écrites, qu'ils discutent même à distance? C'est là la question. Pourquoi pas. Même s'ils peuvent participer en direct. Aujourd'hui, c'est très facile. Avec la technologie avancée en communication, même dans la salle, on peut écouter les gens qui peuvent parler depuis le Japon, de n'importe quel coin du monde. Ouais. J'ai tenu une réunion avec ma petite famille, mais nous sommes 200 personnes. Beaucoup sont aux États-Unis. Ils parlaient comme s'ils étaient dans la salle, ici à l'origine. Ils peuvent participer. Mais à défaut de participer, pensez-vous que le résultat du dialogue que le président convoque sera bon si les Ambazoniens n'y sont pas? Que ce soit ceux qui ont renoncé, ceux qui veulent se battre toujours. Si ceux qui tiennent... Non, il faut qu'ils sachent qu'avec la guerre, on ne peut pas aller loin. Avec la violence, on ne peut pas aller loin. L'homme est un être qui raisonne. Il faut raisonner avec lui pour essayer de le convaincre. Non, pas la force. La force ne peut pas nous amener loin. Mais s'ils persistent dans le refus? Bien, ils vont continuer donc à lutter avec l'armée. Quels moyens ont-ils pour se mettre face à face avec une armée d'une nation reconnue par le monde? Quels moyens ont-ils? Ils n'ont pas grand-chose comme moyen. Je suis sûr que si les pays n'avaient pas peur de l'opinion internationale, on allait effacer ces enfants de la surface de la terre. On sait où ils se trouvent. On ne peut pas utiliser les moyens modernes pour les lutter, pour lutter contre eux. En d'autres termes, s'ils sont absents, c'est contre leurs intérêts, contre les intérêts du pays. Oui, moi je crois. Il faut qu'ils viennent. Partout au monde où il y a ce type de tension, on se rencontre. Mais comme c'est contre leurs propres intérêts, cela veut dire que si la rencontre se termine sans eux, la solution finale qui restera, ce sera... Non, la rencontre, même s'ils ne sont pas là, peut être aussi pour leur bien. Parce que je suis sûr qu'il y aura des gens qui vont parler pour leur entrée. Qui vont faire des propositions dans leur intérêt. Voilà. Je suis sûr. Parce que qu'est-ce que cette rencontre vise? Les biens du pays. Parler du bien du pays, parler du bien de tous les Camerounais. Ouais. Bien, parlons maintenant un peu de vous-même.
vous êtes assez populaire dans les régions francophones. Les francophones vous connaissent bien, peut-être même vous avez passé plus de temps ici. Je suis 50 ans prêtre. 50 ans prêtre. Mais j'ai travaillé seulement pour 9 ans là-bas au Cameroun anglophone. 41 ans chez les francophones. Voilà. Yagua, Garoua, voilà. Donc vous êtes plutôt populaire, on peut dire ça. Mais pensez-vous que vous auriez pu être le cardinal Toumi si vous aviez travaillé uniquement dans les zones anglophones? Ça, c'est la Providence qui peut répondre à une telle question. Je ne peux pas savoir. Vous aviez dit un jour que vous avez choisi de venir, vous aviez exprimé le vœu de venir travailler dans les zones francophones. C'est pour ça que vous avez choisi d'étudier le français. Non. Je voulais être chez moi partout au Cameroun. C'est pourquoi j'ai étudié le français. À 39 ans, j'ai décidé d'étudier le français, à tout prix. Donc vous aviez une volonté d'aller au-delà de la barrière de langue. Oh oui, exact. Il y avait pourquoi? l'ambition d'aller n'importe où au Cameroun. Oh oui. Qu'est-ce qui vous motivait à l'époque? Parce qu'on est devenu un seul pays. C'est tout. C'est après la réunification que vous avez décidé. Que j'étais encore séminariste. D'ailleurs, j'ai demandé à mon évêque, Monseigneur, pourquoi continuez-vous à nous envoyer au Nigeria quand il y a un grand séminaire en Côte-Bisson à Yaoundé? À l'époque, il m'avait dit, Christian, cette question est politique. Je n'ai pas vu ce qui était politique dedans. Mais vous voyez, est-ce que vous sentiez à l'époque qu'il y avait une espèce d'antagonisme entre ceux qui veulent maintenir les anglophones d'un côté et les francophones de l'autre? Non, votre pas... évêque dit que c'était politique, c'est qu'il y avait un problème politique qui se posait. Oh oui, c'était, il croyait qu'il m'intéressait à la politique, quoi. Ah. Mais moi, non. Donc vous disiez ça. Je savais bien que si on nous envoyait en Côte-Bisson, au grand séminaire de Côte-Bisson, on serait obligé d'apprendre le français. Donc je voulais toujours prendre le français. Il va me donner en 66, 3 ans après, il veut m'envoyer à Rome. Je lui ai dit, Monseigneur, j'aimerais étudier dans un pays francophone pour apprendre le français. Parce que le pays est devenu bilingue et j'aimerais être chez moi partout au Cameroun. C'est tout, hein? Oui. Naïvement. Ah, vous n'aviez pas... Je n'avais pas d'autre ambition. Oui. Mais vous saviez qu'il y avait quand même des Camerounais qui n'étaient pas d'accord que le système anglophone, francophone... À l'époque, non. À l'époque, non. Vous ne saviez pas. À l'époque, non. À l'époque, nous tous, nous avons voulu quitter il y avait quand même 32 ans à la réunification. On a voulu quitter le Nigeria. Nous avons beaucoup plus en commun. C'est quand ils disent non, les anglophones. Nous avons beaucoup plus en commun culturellement avec les francophones qu'avec le Nigeria. Vous parlez de culture originelle camerounaise. Oui, oui. Avant l'intervention... Moi, j'ai des liens avec les gens de Bamon. Mon grand-grand-père, de la part de ma mère, était de Foumbad. Et jusqu'à aujourd'hui, il peut aller au sultanat de Foumbad quand il veut. Et il y a toujours un appartement pour moi là. Et le sultan lui-même quitte son trône pour venir me voir parce qu'il dit que je suis son frère aîné. Ah bon? Oui, oui. Il m'accueille à tout moment. Dis-moi, aujourd'hui en 2019, que signifie être anglophone au Cameroun? Quand on dit un anglophone au Cameroun en 2019, ça désigne... Non, anglophone, toujours, ça signifie ceux qui sont originellement de cette partie de notre pays qui était confiée aux Britanniques. Quoi. Donc ce n'est pas une réalité politique? Non. Bien sûr, aujourd'hui, beaucoup de Camerounais sont devenus anglophones, c'est-à-dire connaissent beaucoup de francophones, parlent bien l'anglais et vice-versa. Les Anglais qui parlent assez bien le français. C'est la réalité de notre pays. C'est tout.
Aujourd'hui, quand il y a un collège ici qui est fondé, Sacred Heart College, bien presque 90% est francophone. Hein. Et ils font tout en anglais. Ils font des examens en anglais. Ouais. Quelquefois mieux que les enfants là-bas au Cameroun anglophone. Il y a 3 enfants qui viennent d'avoir une bourse aux États-Unis. Ce sont des francophones qui sont étudiés en anglais. Mais vous vous rendez bien compte qu'à la base de la revendication et de la montée de colère dans les régions anglophones, il y a des questions politiques. Oui, il y a des questions politiques. Bien. Est-ce qu'on peut dire que l'anglophone au Cameroun, il a une réalité politique globalement différente du francophone? Ah oui, il a sa manière de voir les choses. Mais est-ce que fondamentalement sa situation est différente de celle du francophone? Matériellement ou dans Du point de vue, quand je dis politique, ça veut dire que du point de vue de l'insertion dans l'appareil économique, de l'insertion dans l'appareil éducatif. Non, on a l'impression que il y a le ministère, par exemple, que l'anglophone ne doit pas occuper. Secrétaire général de la présidence, on n'a jamais eu un anglophone. N'est-ce pas? On n'a jamais. Il y a un anglophone, secrétaire général de la présidence. Quand le président n'est pas là, c'est lui qui préside une réunion de ministres. Secrétaire général. C'est un homme puissant. On a l'impression ici et là, n'est-ce pas, commandant des forces armées. Donc c'est plus un sentiment. Non, c'est une réalité, ce n'est pas un sentiment. C'est la réalité. Comment se traduit cette réalité de, mettons entre guillemets, de la situation? Vous voyez, je peux dire que, et j'ai eu l'occasion de le dire, le problème c'est-à-dire les anglophones n'ont pas un problème avec les francophones. Il faut que tout le monde sache. Vous voyez, les anglophones qui se sauvent de là-bas se sauvent ici. Beaucoup. Donc le problème réel n'est pas entre nous, c'est-à-dire les anglophones et les francophones. Non, le problème c'est entre les anglophones. L'administration centrale, influencée par la France, c'est la France qui se mêle. Si nous avons continué comme une république fédérale, on ne serait pas là. Je suis sûr. Si même malgré tout, nous avons mis en application, si Paul Biya avait mis en application les décisions, comment dirais-je, s'il avait mis en application la constitution qui était sortie de la tripartite de 91, on ne serait pas là où nous sommes trouvés. Parce que la constitution n'a jamais été mise en application. De 96. Jusqu'à aujourd'hui, 23 ans après, une sorte de décentralisation qui n'était pas très loin de de ce que nous avons eu en 91. Mais dites-moi, quand vous dites le problème se trouve entre la communauté des anglophones et vous dites les autorités administratives, vous pouvez parler de l'État du Cameroun. Oui, oui. Concrètement, qui est trop influencé par la France. Oui, concrètement, comment on va parler du rôle de la France
juste après cela. Mais concrètement, ça se manifeste encore parce que dès le départ, c'est une très bonne. Oh oui, voilà. Concrètement, qu'est-ce qui frustre l'anglophone aujourd'hui dans son rapport avec l'État camerounais? En Europe, la France et l'Angleterre ont eu la tension. Ils ont eu des guerres entre eux. Et la France était bien battue. Et partout où la France et l'Angleterre se rencontrent, il y a cette tension. Comme au Cameroun, se rencontrent au Cameroun. Je suis à Rome. Ça fait quelques années. J'ai représenté les évêques du Cameroun à une rencontre. Et l'ambassade de la France auprès de son siège invite les évêques d'origine de pays originaires de pays francophones. Pendant cette rencontre à l'ambassade, un officier, donc un diplomate qui travaillait là-bas, m'approche. Et il me demande, Monseigneur, vous êtes originaire de quel pays? Je lui dis, je suis originaire du Cameroun. Il dit, ah, bien, nous sommes contents que vous êtes en train de maîtriser les anglophones. C'est-à-dire que vous êtes en train de veiller à ce que les anglophones, quel est le mot? Assimiler. Hein? Assimiler. Assimiler. Nous sommes contents, nous les Français, nous sommes contents que vous êtes en train d'assimiler les anglophones. C'est un diplomate. Et quand il a rencontré l'ambassadeur de la France ici au Cameroun, lui a dit, voilà ce que vous faites. Pour vos diplomates qui viennent au Cameroun, vous les conseillez d'aider l'État à bien maîtriser les anglophones. Donc c'est un vieux problème. Très vieux. Est-ce que depuis lors, vous avez regardé sur la scène, vous avez vu dans la communauté anglophone des gens qui contestent le rôle de la France et de la Grande-Bretagne dans cette... Non, la Grande-Bretagne, on ne sent pas la présence de la Grande-Bretagne au Cameroun. Si vous allez là-bas au Cameroun anglophone, vous ne verrez rien comme trace que les Britanniques étaient de passage là-bas. Ils sont venus, ils ont vu ce que les Allemands avaient réalisé, ils ont utilisé, ils sont partis, ils ont laissé. Il n'y a pas de signe de passage des Anglais là-bas. Ils ne voulaient pas la réunification. C'est pourquoi ils ne nous ont pas soutenus. Les Français sont venus à Fumba pour aider le régime Aïcho, pour négocier des anglophones. Les Anglais ne sont pas suivis, n'ont pas venu pour soutenir Foncha. Si je vous résume, le problème anglophone vient donc du rapport que la communauté anglophone a avec l'État du Cameroun, qui cherche à les assimiler et à faire d'eux des francophones. Ouais. Vous remontez plus loin, vous dites que ça a un lien avec la colonisation française. Oui. Donc le problème est d'un certain point de vue. C'était différent. Hein. La colonisation. Vous voyez, la France, on peut accepter, on peut dire que la France a fait son travail ici. Après les guerres mondiales, on nous divise, on donne une partie à la France, non. Une autre à l'Angleterre, pour nous préparer pour l'indépendance. La France quand même a préparé cette partie du pays
à l'indépendance. Parce qu'à la réunification, vous étiez le Franco et cette partie était déjà un pays. La République du Cameroun, c'était le francophone. Vous me suivez? Oui. Voilà. Donc, les Anglais n'ont rien fait. Nous formions toujours partie de leur colonie de Nigeria. Quand vous dites qu'ils n'ont rien fait, ils auraient dû faire quoi exactement? Le développement, non? Prenons par exemple, à Boya, quand j'étais à l'école primaire à Boya, il n'y avait pas l'électricité, il y avait déjà l'électricité ici à Douala. Boya est sur la montagne. On sortait le soir pour voir comment ça brillait à Douala. En montant sur la montagne? Non, Boya est plus haut et ça suffit de sortir de la maison. Vous voyez Douala. Low lying, comme on dit en anglais. Ouais, mais brillant. Il y avait déjà la lumière. Donc, ce que vous reprochez à la colonisation britannique, c'est le sous-développement économique de la partie qu'elle avait reçue. Oui. C'est ça. Et la préparation de cette partie pour l'indépendance. Elle aurait souhaité que cette indépendance-là se fasse plutôt vers la Nigeria. Non. Oui, les Britanniques auraient aimé que nous soyons avec le Nigeria comme le Cameroun du Nord, qui était voté, qui a été exprimé le désir d'être resté au Nigeria. Et qui est aujourd'hui un État, ou deux États. Approfondissons un peu la question du point de vue colonial, puisque c'est là où vous posez le problème. Oui. Lorsque la réunification survient, il y a beaucoup de voix. Vous avez de ce côté des gens qui avaient commencé des négociations avec le groupe Ndele, Dibongue, John Foncha, etc. Je ne sais pas si vous vous souvenez des conférences qui ont eu lieu pour la réunification. À vrai dire, il y avait ce qu'on appelait third option, de 3 voies. Oui. Mais les Nations Unies a dit soit, either or. Soit vous devenez indépendant en restant avec le Nigeria, ou bien qui était déjà indépendant et qui s'appelait la République. Oui, mais moi je parle des discussions qu'il y avait entre Camerounais, des organisations politiques anglophones, comme le parti de M. Ndele, dont est sorti M. Foncha et je crois aussi M. Mouna. Et de l'autre côté, il y avait un groupe de Camerounais aussi qui souhaitait la réunification au sein de l'UPC et d'autres mouvements comme les groupes que M. Soko plutôt représentait. Ils avaient des discussions pour la réunification. Ouais. Vous étiez informé de cela à l'époque? Non, pas du tout. Pas du tout. On était à l'école. Oui. Mais quand vous êtes devenu une personnalité, quand vous avez par exemple décidé d'apprendre le français pour pouvoir être camerounais. C'était lié à la réunification. Oui, vous étiez déjà à la réunification. Vous avez appris cette partie de l'histoire? Non, pas grand-chose. Pas grand-chose. Pas grand-chose là-dessus. Mais comment jugez-vous l'attitude des élites politiques, notamment, et des élites anglophones en général, par rapport à la question de la réunification? Prenons à partir de la borne de 61. À partir de 61, je crois que les Camerounais anglophones n'étaient plus unis, à mon jugement. Ndele avait son parti à lui. Foncha. Et Foncha, le parti de Foncha n'était pas un parti des intellectuels.
c'était en partie des enseignants et qui enseignaient dans les écoles primaires. Mais c'est eux qui avaient gagné les élections pour gouverner là-bas. Tandis que les gens de Ndélé étaient les intellectuels. Ndélé lui-même était un médecin. Et les autres avaient étudié à Oxford. En notre temps, quand on dit que quelqu'un a étudié à Oxford, en Angleterre, c'était un sommet intellectuel. Et les deux n'étaient pas d'accord. Ils étaient divisés, ils n'étaient pas unis. Soit des gens du Nord-Ouest, un complexe d'infériorité intellectuelle, ouais. Soit les autres se sentaient supérieurs. Donc quand ils sont allés à Fumba, ils n'étaient pas unis pour négocier. Ils n'étaient pas unis. Et aussi à Fumba, qu'est-ce qui devait se passer à Fumba? Il fallait mettre ensemble les deux constitutions. Les constitutions proposées par le parti britannique de notre pays, pour appeler ça comme cela, et le parti francophone. Mais quand ils sont arrivés à Fumba, il semblerait que Foncha n'a pas présenté la constitution que eux devaient proposer pour que, à partir de deux constitutions, il y a une qui sorte pour la République fédérale du Cameroun. Donc, on a adopté ce que Baïdio et les Français avaient amené. Et à l'époque déjà, les colons disaient qu'ils espéraient qu'un jour, cela n'allait pas rebondir. Mais avec la jeunesse d'aujourd'hui, qui fuit partout. Vous parlez des colons britanniques ou bien le parti des colons britanniques qui disait qu'ils espéraient qu'un jour, cela n'allait pas rebondir. C'est rebondi. Mais ça ne nous dit pas ce que vous en pensez, parce que quand je vous dis en 61, il y a déjà ce problème qui se pose. Ils discutent sur une base qui apparemment n'est pas saine, si on peut le dire ainsi. Non, tout va se bousculer à vrai dire en 72, avec le référendum de 72. Moi, je crois. Mais comment jugez-vous donc? Je souhaite que vous émettiez une opinion sur le travail que l'élite politique, ceux qui étaient supposés représenter les anglophones, au sein des instances de décision de l'État fédéral, leur attitude, comment la jugez-vous? Ce qu'ils nous ont fait. Parce que vous dites, en 61, il y avait déjà ce problème, une vision différente, des informations qui n'étaient pas exactement, on prétend que ce n'est pas correctement partagé. Ouais. Ensuite, vous avez l'étape de 66, le parti unique, donc l'abolition d'une certaine manière du jeu démocratique. Ouais. Cette image qui a mené vers je vous en prie. Le nom du pays va changer. En 72, je signale que c'est la forme d'organisation de l'État qui change aussi. C'est-à-dire qu'on passe d'un État fédéral avec l'État fédéré qui avait un certain nombre de pouvoirs vers un État totalement centralisé où l'essentiel des pouvoirs
se trouve entre les mains du président de la République. C'est là quand les vraies tensions commencent. Politique. Entre le Cameroun anglophone et le Cameroun français. C'est là où les privilèges de la réunification, où on avait dit que les formes de l'État ne changeront pas si les deux ne sont pas d'accord. Mais Éminence, je parlais tout à l'heure du rôle de l'élite, ceux qui étaient supposés représenter la communauté anglophone. Ouais. Ils étaient bien d'accord en France. Ils n'ont pas émis une protestation contre le changement. Il y avait un qui avait exprimé les doutes, le feu Dr. Fonda. Bernard Fonda, Voilà. un ancien ministre de la République. C'est lui qui avait émis. Est-ce qu'un jour, il n'y aura pas de problème? À votre avis, c'est cette recentralisation des pouvoirs de la République qui a posé problème. Ouais. Mais pourquoi est-ce que les principaux représentants, parce que M. Fonlon n'était pas l'un des principaux représentants, il y avait des Non, il n'était pas le politicien. Oui, il a fini par rentrer dans la politique, puisqu'il était Voilà, à l'université. Mais pourquoi est-ce que les principaux responsables politiques de cette communauté-là, à votre avis, n'ont pas protesté? Je n'ai rien compris. Non, il ne peut pas répondre à leur place. Mais vous savez qu'aujourd'hui, pour l'anglophone moyen, ce n'est pas Poncha, Mouna ou Ndele qui sont co-responsables de cela, De quoi? de cette situation-là. Est-ce que l'anglophone moyen sait cette partie de l'histoire, de votre point de vue, quand vous interrogez les jeunes ou les compatriotes qui sont dans cette partie du pays? Est-ce qu'ils savent cette partie de l'histoire? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je crois que ce qui se passe actuellement, les causes se trouvent aujourd'hui, pas hier. Moi, je crois. Si vous regardez, nous avons posé la question, cette question aux gens. À votre avis, quelles sont les causes de la tension sociopolitique actuelle que nous vivons? Les causes sont raison. Bad government, mauvais gouvernement. L'anglais et le français, dans la Constitution, ont les mêmes valeurs, mais en pratique, quand on va dans le bureau, ce n'est pas ça. Le bureau de l'administration. Ah oui. Et vous vous souvenez, Aïcho avait commencé quelque chose. D'abord, le lycée bilingue. Il ne se crée plus. Quoi encore? Les fonctionnaires en 69, quand je suis allé en France, il y avait des fonctionnaires camerounais, le Cameroun anglophone, qui allaient s'initier en français en France. Et les fonctionnaires francophones allaient en Angleterre. C'est vague. L'idée était que la fonction publique devient bilingue. Ça aussi, c'est arrêté. Si anglophone, il y a des gens qui croient, je ne crois pas avec eux. Il y a quelqu'un qui est venu me voir ici pour me dire, monsieur le Cardinal, je suis à la retraite depuis 25 ans, j'ai touché mon salaire seulement 2 fois.
parce que je suis franco-anglophone, je dis non. Tirer cette conclusion, c'est trop rapide. De tirer une telle conclusion. Oui, mais quand les fonctionnaires ne parlent pas l'anglais, et cet homme ne parle que l'anglais, ne se rencontrent pas. Les causes sont très très récentes. Too much influence of France in the socio-political life of Cameroon. Oui. La France est trop présente. Trop présente. Oui, vous voyez, les causes sont récentes. Ce ne sont pas des causes lointaines. Bon, vous estimez que les causes lointaines ne sont pas aussi fortes que... Ça ne concerne pas, n'est-ce pas, les jeunes d'aujourd'hui. Mais pourtant, les décisions qui ont été prises en 72 expliquent globalement que le pouvoir a pu prendre les autres décisions qui ont fâché les avocats et les enseignants. Revenez encore. Je dis, si vous estimez que les causes lointaines, ouais, comme l'institution de la conférence de Fumban qui a posé voilà, comme la création du parti unique, comme le référendum de 72 qui a changé la forme de l'État, voilà, etc., etc. Vous estimez que ça c'est moins important que les causes immédiates? Voilà. Quoi qu'on fasse, ils font mention de ça. Par exemple, ici, the changing of the name from the Federal Republic of Cameroon to the Republic of Cameroon. Et ça c'est 72, ça. Oui, c'est ça. Mais à titre personnel, c'est le passé qui pèse plus dans la crise anglophone ou bien c'est les mesures récentes que le gouvernement n'a pas prises, par exemple pour traduire la loi sur le Rwanda en anglais? La loi sur le Rwanda, là. Qu'est-ce qui pèse plus? C'est toutes les actions passées de 61, 60, 72? C'est une accumulation de causes, de petites troupes. Ouais. En anglais, il y a une expression qui dit "It's the last straw that breaks the camel's back." C'est le dernier petit point qui casse le doigt Casse la colonne du chameau. Ouais. Bon, il y a des accumulations. Et les gens n'arrivent plus à supporter. Parlons encore un petit peu du rôle des élites avant d'envisager la question. Quelle élite? Des élites anglophones, précisément. Qui sont-ils, à vrai dire? J'ai spécifié tout à l'heure le rôle des élites politiques. J'ai donné des noms, Foncha, Mouna. Oui, les anciens. Oui. Vous vous souvenez que lors de la conférence, parce que vous avez voulu convoquer une All Anglophone Conference, yeah. Il y en a déjà eu deux, je crois, pour General Anglophone Conference. Les conférences similaires se sont déroulées au début des années 90 quand le Cameroun revenait au multipartisme. Vous vous souvenez que lors de ces conférences-là, M. Foncha, M. Mouna étaient encore vivants. Ils étaient là. Mais ils n'ont pas estimé que leur rôle de 60 à 72 à 90 n'a pas été positif pour leur communauté. Après, ils ont demandé le pardon. Ils ont demandé pardon, mais est-ce que vous estimez qu'ils n'auraient pas dû reconnaître qu'ils ont fait une faute? Parce que de leur point de vue, la faute était à Idio. Si eux n'étaient pas d'accord, ils devaient démissionner. Ils auraient dû démissionner. Ouais. Pour vous, c'était un système démocratique ou dictatorial? Ce système auquel ces représentants de la communauté anglophone participaient? Non, pas Foncha, mais Mona. Est-ce qu'ils ont légitimement représenté les anglophones?
Est-ce que ce qu'ils ont fait, c'était l'aspiration de la communauté anglophone, les actes qu'ils ont posés, ou bien les actes qu'ils ont refusé de poser? Je crois que Foncha avait demandé, comme il dit, la 3e fois. On lui avait refusé. Parce que qu'est-ce qu'il avait demandé? Foncha avait demandé qu'on nous laisse indépendants pour quelque temps. Et c'était après que nous allons décider si nous devons réunir, n'est-ce pas, participer à la réunification, oui ou non. Il avait demandé à un temps, et la Nations Unies a dit non. Soit. Et aujourd'hui, on croit qu'il avait raison. Donc, en gros, pour vous, ils ne sont pas globalement fautifs? Non. Je ne peux pas le dépendre. Une dernière question. Ils sont doutés selon leur... Mais quel niveau intellectuel avait-il? Vous savez que de l'autre côté, il y avait des gens qui étaient à peu près du même niveau intellectuel, qui formulaient des propositions différentes pour éviter, par exemple, que la démocratie soit abolie, pour la unification dès le départ avec l'anglais et le français sur la même base d'égalité. Vous savez que Foncha et les UPCIS, par exemple, ont eu des accords qu'ils ont abandonnés du fait de Foncha. Vous le savez? Oui. Est-ce que dans la communauté anglophone, c'est aussi ça? Dans les camarades anglophones, de ce côté, il y avait déjà des gens, des politiciens, des professionnels. Mona et Foncha étaient les enseignants. Pas plus. Donc, vous pouvez voir le niveau intellectuel de réflexion. Mais ils avaient quand même le moyen de se rendre compte que de l'autre côté, il y avait une dictature qui était installée. Ils connaissent très peu. Vous vous souvenez de la lettre de... Nous connaissions très peu de ce qui s'est passé ici. Vous vous souvenez de la lettre que le docteur Ndele leur a adressée à Mouna et Foncha? C'était une lettre ouverte en disant que la situation du Cameroun francophone étant dictatoriale, il ne faudrait pas... Qui avait adressé la lettre? Ndele. Oui, Ndele était contre la réunification. Mais il soulignait bien l'absence de démocratie dans le... C'est ça qu'il dit, c'est pourquoi il était contre. Mais vous ne trouvez pas bizarre que, ayant été contre, ayant alerté la communauté camerounaise sous domination britannique, ayant alerté Foncha et Mouna, ils soient quand même allés participer par la suite avec... C'est ça la démocratie, la majorité. C'est la démocratie. Bien. Et il est admiré pour ça. Okay. La majorité a voté contre lui, là-bas. Ce qui est admirable avec Foncha, c'est qu'il n'était qu'enseignant. Et Ndele était médecin. Et il faisait la campagne à bicyclette. Il était seul dans l'opposition. Il est monté pour devenir le premier ministre du Cameroun anglophone. C'est ça la démocratie. Bien. Revenons sur la question du cessez-le-feu pour terminer. Il y a une question centrale aujourd'hui dans le débat, c'est celle du cessez-le-feu. Il y en a qui disent qu'il faut que le gouvernement ordonne un cessez-le-feu de son propre chef. Pour dire à partir de tel jour, j'offre aux sécessionnistes d'arrêter le feu pour que la discussion se tienne. Il y en a qui disent qu'il faudrait que les deux, le gouvernement et les sécessionnistes, s'entendent pour... Pas le gouvernement, l'armée. Bon, l'armée est dirigée par le gouvernement. C'est le gouvernement qui donne les ordres à l'armée. Ce n'est pas c'est le président qui doit donner l'ordre. Oui. Quand je dis que le chef de l'État donne des directives pour qu'il y ait un cessez-le-feu en accord avec les sécessionnistes. Oui, vous voyez, la dernière option, c'est... Moi, il fait les distinctions. Oui.
On ne peut pas imaginer une armée sans armes. N'est-ce pas? Oui. On ne peut pas. L'armée d'un pays doit être prête à défendre le pays. Oui. L'ennemi ne nous n'avertit pas, il ne donne pas l'heure de son arrivée. Il faut que l'armée soit toujours prête à repousser. Mais il y a des gens qui ont des armes illégalement. Pour avoir des armes à feu au Cameroun, il faut obtenir la permission, non? Oui. Mais comme ils les ont prises, qu'est-ce qu'il faudrait pour que... Parce que la question est... Ça divise une bonne partie des acteurs politiques notamment. Oui, on ne peut pas exiger de la même manière que l'armée dépose les armes comme on exigerait de ces garçons-là. En clair, ça veut dire que... Les garçons, ils ont des armes illégalement. Il faut le reconnaître. L'armée a les armes légalement et obligatoirement. Mais que l'armée se retire dans les baraques avec les armes. Et ces garçons rendent leurs armes au chef ou au chef traditionnel, s'ils ont peur. Là, c'est comme ça. C'est de cette manière qu'un cessez-le-feu peut être fait. Parce Ouais. que l'armée se retire dans des casernes pour permettre aux sécessionnistes de déposer leurs armes. Voilà. Mais ils peuvent les déposer sans que l'armée se retire. Si quelqu'un veut se rendre à la chefferie de son village ou bien Ouais. au sous-préfet. C'est ça qu'il dit qu'ils peuvent le faire. Donc, L'armée de votre point de vue, pour être plus clair, pour être plus clair, le cessez-le-feu l'armée ne s'impose aux peut sécessionnistes. pas, l'armée ne peut pas abandonner ses armes. Donc le cessez-le-feu s'impose aux sécessionnistes. Cesser le feu, ce n'est pas tirer. Oui, Cesser le feu il n'est pas tiré, ça s'impose d'abord aux sécessionnistes. à tout, À tout le monde. Yeah. Mais le dépôt d'armes, vous le demandez pour les sécessionnistes. Voilà. C'est tout à fait clair. L'armée Finissons- doit toujours garder les armes. Bon, finissons avec votre cahier de propositions. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit, c'est 400 pages. Il y a des propositions. Non, non, pas calcul. Ça, c'est Je parle 800. de celui-ci. Il y a des propositions à l'intérieur. Ah oui, Ouais. toutes les propositions sont ici, Ah, dans le résumé. vous les avez déjà publiées, on peut les... Non, non, Pas encore. on n'a pas encore publié. C'est possible d'avoir quelques lignes importantes sur ce que votre travail... Oui, il y a, nous avons réduit tout en 4 questions. Oui. Première question. À votre opinion, quelles sont les causes? Les gens ils vont mentionner ça, comme je dis, c'est écrit d'une forme, comment dirais-je, brièvement. Comment on a décrit ça? Parce qu'imaginez que tout cela est ici. Et nous avons les références de pages. Nous allons distribuer ça aux gens. Comme ce sera, je dis que c'est une forme télégraphique. Mais quand on envoie les télégraphes par poste. Oui. Mais avant, vous pourriez nous dire quelques-unes des idées fortes qui sont sorties de votre travail de... Voilà quelques idées qui nous ont surpris. Oui. Par exemple, les formes de gouvernement. Nous avons voulu influencer, mais nous n'avons pas réussi à influencer les gens. C'était la deuxième question. Do you think that separation, la sécession, ou confédération, ou fédération, ou décentralisation
peut aider à résoudre le problème. En pourcentage, les gens proposent à une grande majorité la séparation, sécession absolue. 69% sont pour la séparation absolue. Cela nous a beaucoup étonnés. C'est-à-dire presque 1000 personnes qui ont réagi à notre questionnaire. 69% croient qu'il faut la séparation. Si nous voulons continuer à être des frères, donc là, il donne les raisons pourquoi. Confédération, deux State Federation, une fédération de deux États comme en 61. Pas beaucoup, 13% seulement, 100%. Que nous retournions là où nous étions en 61. Décentralisation, l'État unitaire comme actuellement. À 1%. Ça, c'est sur 1000 personnes que vous avez interrogées. Vous les avez choisies comment? Vous les avez sélectionnées comment, ces personnes-là? Non, nous avons envoyé comme ça. C'est des gens qui viennent de tous les milieux, les paysans. Tous les milieux, du nord-ouest surtout et du sud-ouest. Mon collègue voulait vous poser deux questions avant de répondre. Et attends, qu'est-ce qu'il y a encore? La troisième question, il y avait une troisième question. Do you think moral philosophy, la morale, parce qu'après avoir observé le comportement de Amba Boys et de l'armée, leur morale laisse beaucoup à désirer. Et nous avons posé la question, est-ce que vous croyez qu'il faut que dans nos écoles, la formation morale soit introduite dans toutes les écoles? Qui sont... Ça peut aider. Ça peut aider. Je crois. Si on les libère, qu'ils viennent parler. Si on les libère, même si on peut les amener de la prison. Qui participent à la discussion pendant. Kwame Nkrumah a été élu président Prime Minister of Ghana quand il était en prison. Est-ce que vous pensez sincèrement que ce dialogue peut apporter un grand changement dans la crise qui s'est posée? Moi, je crois, au début. Parce que notre groupe, pour qui avons-nous fait ces études pour le président, avec le conseil de convoquer une rencontre nationale pour résoudre le problème anglophone. Ce n'est pas seulement un problème des anglophones, c'est un problème des Camerounais. Notre but était de lui donner des instruments, le faire connaître ce qui se passe à l'intérieur de nos villages. Et ce sera à lui. Nous n'avons pas prévu une rencontre seulement. Non, c'était pour étudier ça. Pour leur dire ce qu'ils avaient déjà fait. En vue de donner ça au président. C'est pourquoi j'ai voulu voir le président pour lui déjà donner au moins les brouillons, les résumés avant ces détails.
Et ce sera à lui de décider de convoquer une rencontre nationale pour résoudre le problème anglophone. Parce que nous croyons que le problème anglophone est un problème de la nation. Je vous remercie.